Attends. Comment on en est arrivé là? Ce mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert. Et donc, il acceptera l'adhésion multiple. Vous pouvez être membre du Parti Socialiste, vous pouvez être membre des Républicains ou membre d'un autre parti républicain. C'est adhérer à En Marche. Ok, revenons en arrière. Avant, quand on voulait devenir président de la République, on commençait par faire une carrière politique, c'est-à-dire être militant, puis se faire élire à une fonction comme maire ou député par exemple, et à l'apogée de sa carrière, tenter de prendre la tête d'un parti. Puis, une fois qu'on en était à la tête, on menait naturellement sa campagne sous l'égide de son parti, en reprenant les grandes idées, les supporters historiques, les moyens financiers et humains, etc. Et même si chaque présidentielle portait son lot d'incertitudes et de contextes socio-économiques propres, on pouvait quand même avoir la sensation de largement assister à une pièce de théâtre, un miroir aux alouettes, dont l'issue était à peu près connue à l'avance. On veut libérer nos énergies pour que la France soit tournée vers l'avenir, vers l'emploi. Le travail n'est pas assez récompensé, le travail n'est pas assez considéré. Mes chers concitoyens, le changement, c'est maintenant. C'était toujours comme ça, jusqu'à ce que quelque chose d'absolument disruptif se produise. Un nouvel entrant de la politique débarque, avec un nouveau parti, de nouvelles idées, un clivage idéologique peu clair, pas véritablement de programme, pas de financement, et ravage la présidentielle de 2017. Emmanuel Macron est élu président de la République française. Emmanuel Macron, qui n'avait jamais exercé de mandat électoral, dans le sens où il n'avait jamais été élu par le peuple à une fonction comme maire ou député par exemple, dans la course pour la première fois, remporte l'élection 2017 avec 2/3 des suffrages exprimés. On connaît même aujourd'hui la suite de l'histoire, il se fera élire pour un second mandat en 2022, qui n'était pas arrivé depuis 15 ans. Est-ce que c'est bien normal? Pourquoi ça n'était pas arrivé avant? Est-ce que les règles du jeu ont changé? Est-ce que ça se passera comme ça dorénavant? Qu'est-ce que Macron est ou a de si inédit? Alors, un tout petit peu de contexte. D'où vient Emmanuel Macron? Emmanuel Macron naît en 1977 à Amiens, d'une famille de médecins sans véritable histoire politique. Il est principalement élevé par sa grand-mère, il est très bon à l'école et il se prend de passion pour le théâtre. Il tombera d'ailleurs amoureux de son animatrice, qui deviendra sa femme des années plus tard. Il termine son lycée au prestigieux Henri IV, fait une prépa littéraire, rejoint Sciences Po, puis l'ENA, la commission Attali ensuite, puis il devient banquier d'affaires chez Rothschild. Noni! Attends, quoi? Alors là, je m'y attendais pas à celle-là. Sciences Po, ENA, PS, tout l'amener à la politique, c'est quoi ce revirement brutal dans le privé? Et dans la finance en plus, je vais dire un petit secret. Macron a tenté de faire de la politique dès le début de sa carrière en vérité. Comme Luffy, qui est persuadé qu'il deviendra le roi des pirates, Macron est sûr qu'il sera président de la République. Et naturellement, il a tenté de rentrer par la grande porte, comme tout le monde. Plus précisément, en 2007, Macron a tenté d'obtenir du Parti Socialiste, du PS, d'être le représentant de la Picardie, sa région natale, pour les élections législatives. Malheureusement, il n'a pas réussi à convaincre les adhérents du Parti Socialiste qui ont donné cette chance à quelqu'un d'autre. Et donc, Macron s'est vu refuser cette demande. Premier lourd échec politique donc pour le jeune idéaliste brillant de gauche, naturellement aimé de tous. Et cette mauvaise nouvelle ne vient rien arranger dans un contexte déjà pessimiste, puisque quelques semaines auparavant, Sarkozy, représentant de la droite, a obtenu la présidence de la République. Au-delà des divergences d'opinion, il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. Coup dur pour la gauche. Néanmoins, le truc qui ne se sait pas forcément, c'est que Macron a eu l'opportunité d'avoir un mandat à cette époque-là. On lui propose d'incarner la droite lors des élections municipales du Touquet. S'il avait absolument voulu accéder rapidement à un poste politique, Macron aurait pu saisir cette opportunité. Mais il refuse. Il en est hors de question, le désalignement intellectuel serait bien trop grand. Ce serait comme rejoindre le côté obscur de la force. C'est donc une période pleine de désillusions que traverse Macron à cette époque. Et un sentiment de ras-le-bol se fait sentir. Il se souvient alors des mots de son mentor Alain Minc, qui lui disait « Il est préférable d'être fortuné pour faire de la politique ». Il répond alors aux appels du pied que lui fait la banque Rothschild depuis quelques temps et il devient banquier d'affaires en 2008. J'ai senti chez lui cette empathie et cette capacité d'écouter qui m'a paru être la meilleure promesse de sa réussite dans ce métier de service qu'est la banque d'affaires. L'objectif est double. Petit 1, devenir fortuné pour pouvoir faire de la politique donc. Et s'essayer au monde des affaires pour de vrai, pour en comprendre les rouages. 2 ans après son arrivée, à 33 ans seulement, Macron est promu associé. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Macron vient d'établir un record absolu. Et à peine 2 ans plus tard, il est même promu gérant. François Henrot, qui l'a recruté à Rothschild comme banquier d'affaires, dit d'ailleurs de Macron que s'il était resté dans le métier, il serait l'un des meilleurs de France, si ce n'est même d'Europe. Pourquoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de, pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu.
Unanimement, dans cet univers-là, Macron triomphe. Mais attends, c'est pas un peu étonnant? Comment ça se fait qu'un aspirant président, et on sait aujourd'hui futur président, excelle autant en tant que banquier d'affaires? Un président, normalement, ça doit être cultivé, empathe, intègre, diplomate. Alors qu'un banquier d'affaires, ça doit être très analytique, très tchatcheur, faire preuve d'une créativité très affûtée. Alors ok, tout cela n'est pas incompatible. Et puis les deux postes ont tous les deux besoin, par exemple, d'excellentes capacités de communication, d'excellentes capacités de prise de décision. Mais de là à dire qu'il aurait été l'un des meilleurs d'Europe, ça veut dire qu'il était particulièrement de classe mondiale dans le domaine de compétences qu'on attend d'un banquier d'affaires. Quelle est la probabilité qu'il puisse également être de classe mondiale dans le domaine de compétences d'un président? Et bien ça tombe bien, on va bientôt le savoir. Car après avoir contribué à proposer des nouvelles mesures économiques pour le programme de Hollande, le représentant de la gauche pour les présidentielles de 2012, Macron se fait offrir le poste de secrétaire adjoint de l'Élysée une fois le nouveau gouvernement de gauche en place. C'est un poste à sa hauteur, il démissionne du privé et revient à ses premiers amours. La presque création de sa start-up. J'adore cette partie. Cela fait 2 ans que Macron est secrétaire adjoint à l'Élysée. Il s'est beaucoup investi, il a énormément appris, rencontré plein de différentes personnes et comme à son habitude, s'est fait aimer de tous. Son empathie et son extrême séduction étant ses 2 armes les plus redoutables. Une capacité de séduction aussi très exceptionnelle. Il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Mais il commence à faire du surplace. Il commence à se sentir plus assez considéré ni écouté. Et surtout, il arrive à la conclusion que le gouvernement en place n'est pas assez ambitieux. En 2014, il prend donc la décision de démissionner du gouvernement pour réfléchir à un projet. La démission annoncée du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Macron se rapproche de Xavier Niel à cette époque et envisage sérieusement de s'installer dans la Silicon Valley. Il s'associe avec 2 de ses amis, Ismaël Émélien et Julien de Normandie, et ensemble ils réfléchissent à comment est-ce que le numérique pourrait avoir un impact positif sur la façon d'enseigner aux enfants. Il y a 3 ans, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise, que j'allais être entrepreneur. C'est incroyable, non? Quel réflexe étonnant! Quel genre de politicien fait ça? Outre son temps en politique, Macron a le parcours typique d'un entrepreneur de start-up parisien. Grande école, banque d'affaires et maintenant Silicon Valley start-up. Bon, le dénouement va arriver assez vite puisque ce projet ne verra jamais le jour car Macron se fait rappeler par l'Élysée. Quelques mois après le départ de Macron, Hollande dissout le gouvernement et lui propose un poste très stratégique à sa hauteur, ministre de l'économie. Macron accepte, il y reste 2 ans, mais après 2 ans, il est décidé à établir un nouveau record. La nouvelle présidentielle approche et il saisit l'opportunité d'approcher pour de vrai son rêve de toujours, devenir président de la République. La création de En Marche. Macron, qui n'avait jamais arrêté de parler avec ses 2 associés de son projet de start-up avorté, recycle leurs idées et leur propose de pivoter. Au lieu de réfléchir à quelque chose pour l'apprentissage des enfants, pourquoi ne pas réfléchir à un nouveau mouvement politique qui serait plus aligné avec ce que sont les citoyens aujourd'hui? Il démarre alors En Marche, un nouveau mouvement politique qui a secrètement vocation à devenir un futur parti. J'ai réfléchi, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que Macron approche la présidentielle exactement comme on approche un projet de start-up. Il implique les utilisateurs finaux, donc les citoyens, dans son projet dès le départ. Il ne se présente pas comme un parti politique, il ne présente pas de solution toute faite, il est véritablement là pour engager le dialogue. Il repart des premiers principes, il sait qu'il y a un problème en politique aujourd'hui, c'est que les citoyens, de manière générale, se sentent de plus en plus déconnectés de la politique traditionnelle. 2. Il ne part pas de fonds, d'argent, déjà sollicité, ni de sympathisants encartés, mais doit bien tout démarrer de zéro et commence par faire une levée de fonds, lui-même auprès de business angels, de gens qui ont de l'argent et qui ont envie d'acheter une part du capital de la boîte contre de l'argent. 3. Son QG. Ses locaux, tous ceux qui y sont invités le disent, c'est stupéfiant, on se croirait dans une start-up. Tout cela se déroule au QG d'En Marche. Et 4. Pour gagner la crédibilité qui lui manque à ce poste, président de la République aussi jeune quand même, il constitue une équipe de leaders d'opinion à qui il offre des postes de ministre, de conseiller. C'est exactement ce qu'on fait dans une startup ambitieuse. On constitue un board de ce qu'on appelle des Key Opinion Leaders, des gens qui font la pluie et le beau temps dans notre industrie. Franchement, grosse exécution, technologie dans tous les sens pour augmenter l'efficacité générale. Ils vont même jusqu'à mandater une équipe pour filmer les backstage pour une communication plus fraîche. Enfin, tout y est. Et une fois n'est pas coutume, Macron fait jurisprudence. À peine 1 an après le lancement de En Marche, 6 mois après avoir officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la République, Macron est élu président. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Mais moi, en tant que start-upper, quand je vois ça, mais je peux pas m'empêcher de voir Macron comme un start-upper qui aurait mis une grosse déculottée à un acteur en place. Comme Apple qui a battu Microsoft, Facebook qui a terrassé MySpace, ou Tesla, tiens, qui en 15 ans a créé plus de valeur boursière que la somme de tous les autres constructeurs de voitures depuis le début de la présidence. Arrivé au pouvoir, Macron ne tarde pas à confirmer cet état d'esprit entrepreneurial. Il lance des réformes audacieuses que certains disent même trop osées. Il ambitionne pour la France de devenir la Startup Nation. I want France to be a startup nation. Et il fait un gros focus sur l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat de façon générale. But also a nation that thinks and moves like a startup. To put it in one word, entrepreneur is the new France. Notamment, il met en place des réformes qui tentent d'inciter les capitaux extérieurs, étrangers, à venir investir en France. Et il regarde une métrique qui lui tient particulièrement à cœur, qui est le nombre de licornes, ces sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et ça marche. Je veux saluer aujourd'hui la 25e licorne. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Maintenant, la question que je pose, à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'on peut reprocher à Macron d'être un réformeur alors que l'on a précisément mis à la tête de la France un politique arrivé là par le fruit du pivot d'une start-up. Ce n'est pas étonnant qu'il emploie des méthodes propres à son époque. Des méthodes innovantes et disruptives, mais au prix d'un autoritarisme plus ressenti. Car un CEO ne demande pas la permission pour faire ce qui lui semble juste. Il doit rendre des comptes, il n'a qu'un mandat, il est toujours sur la sellette, il doit tout faire pour rassembler, mais il ne fait que consulter. Inévitablement, il sera toujours le seul responsable des décisions qui auront été prises. On dit de lui qu'il est isolé. Mais que serait un CEO systématiquement entouré, si ce n'est le pantin de l'opinion moyenne du groupe autour de lui? En vérité, ce que je crois profondément, c'est que Macron serait un immense entrepreneur s'il essayait. Il a la plus grande éthique de travail, je pense qu'il a la volonté sincère d'incarner son rôle et il a une hyperactivité qu'il a su complètement canaliser. Il y a pléthore de témoignages qui disent qu'il travaille tout le temps et qu'il dort à peu près 3-4 heures par nuit. Il a des compétences en communication de classe mondiale dont on peut, qu'on l'aime ou pas, tous témoigner. Vous avez tout intérêt parce que je suis une chieuse aussi. Pas pour que vous... Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ça se voit un peu? Ah bah. Mais je ne vous demande pas de changer pour autant. Et il a un optimisme et un enthousiasme contagieux. Conclusion. Originellement, Emmanuel Macron n'est pas un politicien. C'est un entrepreneur dont l'entreprise était devenir président. Macron n'est pas devenu président parce qu'il aurait dominé la classe politique pendant des années, mais parce qu'il a su créer un produit, lui et son parti, qui résonnait avec le marché. Et pour y arriver, il a su rallier des gros poids lourds à sa cause, gagner la confiance du grand public, utiliser la technologie et faire preuve d'une exécution opérationnelle agressive. Ce que sont exactement les qualités nécessaires pour passer de 0 à 1 en tant qu'entrepreneur. Marc Aurèle a dit que les qualités du bon empereur étaient la sagesse, la force morale, le sens de la justice et la tempérance. Je ne saurais dire si Macron a ou non ces qualités, ni dans quelle mesure elles se font ressentir à l'Élysée. Mais quelqu'un comme Hollande, par exemple, et de façon générale quelqu'un de plus expérimenté et posé, inspire plus spontanément ces qualités. Non, sur le chemin de sa réussite, ce que Macron a surtout démontré, ce sont d'exceptionnelles qualités qui lui auraient permis de réussir n'importe quelle start-up. D'ailleurs, Ismaël Emelien, qui était son bras droit durant la création d'En Marche et son conseiller spécial pendant les premières années de son premier mandat, a aujourd'hui créé une start-up. Et investi dans la mienne. Pour moi, ça ne veut pas rien dire. Et d'ailleurs, puisque je pense sincèrement que Macron aurait été un entrepreneur et plus précisément un start-upper absolument hors pair, eh bien secrètement, c'est mon sparring partner. Tous les jours, je me bloque 1 heure pour prendre de la hauteur, réfléchir à quelles sont les grandes priorités, le focus, les étapes d'après pour ma boîte Chipiron. Et durant cette heure, je prends toujours 5 minutes pour me demander ce qu'aurait fait Macron si à la place de vouloir devenir président de la République, il s'était mis en tête de rendre l'IRM accessible à tous.